éléments de ce cartel répressif et oppressif, on dirait que nous sommes des vendeurs d'eux. Donc on ne peut pas facilement mettre notre bouche dans cette histoire, parce qu'on risque de prendre un coup pour rien. Parce que d'un côté, vous avez le MINSEP qui bénéficie des hautes instructions, qui continue d'ailleurs de bénéficier de la confiance du chef de l'État. Pourtant, tout le monde maîtrise bien ses contre-performances dans la gestion de la CAN, des fonds de la CAN, la gestion des infrastructures. La dernière contre-performance en date étant l'affaire Maguel, État du Cameroun. On a vu le ministre, il a pondu plusieurs communiqués nous annonçant qu'il y aura reprise imminente. Jusqu'à aujourd'hui, on attend cette reprise comme l'enfant de Siraj et de Minko. Alors, de l'autre côté, vous avez un autre élément qui s'est positionné comme égérie du renouveau, M. Samuel Eto'o-Fils, qui, à défaut de s'abstenir, comme peut-être Mboma, a décidé de prêter son image à l'ordre répressif de Yaoundé, jusqu'à rentrer dans la dialectique du papier et du môme, cette dialectique qui puise dans la mariologie de Mondosé, qui sanctifiait, louangeait, glorifiait la première dame. Samuel Eto'o glorifie la première dame. Il glorifie le président de la République. Lorsque le Cameroun est en situation complexe en 2018, on s'attend à ce que les échecs du renouveau puissent servir de base d'ascension de l'opposition au Cameroun. La CAF veut enlever la CAN au Cameroun. En tout cas, elle a déjà pris sa décision, mais il faut officialiser. Eto'o participe à l'arrivée de Ahmad Ahmad, parce qu'il ne fallait pas que la chose soit annoncée avant les élections, sinon ça allait provoquer une désaffection dans le camp du renouveau, donc ceux qui auraient pu apporter leur voix au chef de l'État et qui sont des amoureux du football. Et toi donc participer à l'arrivée d'Ahmad Ahmad, qui a tenu un discours disant qu'on ne peut pas retirer la CAN au Cameroun. Pourtant, les deux, les trois savaient qu'on allait retirer la CAN, mais pour des raisons électoralistes, ils ont retardé l'annonce. Et au sortir de cette communication avec le chef de l'État, Samuel Eto'o dit qu'il faut qu'on apporte le soutien à Paul Biya, parce que lui, pas les Camerounais, parce que lui, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au chef de l'État. On aimerait bien comprendre à quel moment Paul Biya agit dans la carrière de Samuel Eto'o. Donc il s'est positionné comme égérie du système. Il a flirté avec le système. Il continue d'ailleurs de flirter avec le système parce qu'il rappelle à tout le monde qu'il a les bras longs de jour comme de nuit. Ne peut avoir les bras longs de jour comme de nuit au Cameroun que c'est lui qui est dans une situation de concubinage aggravée avec le renouveau. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce que le citoyen lambda peut dire? Le citoyen que je suis, dans une histoire qui oppose deux enfants de Paul Biya, deux enfants de Mom, deux enfants du renouveau, ceux-là qui ont les bras longs et de jour ou de nuit. Sinon, Duval, pour revenir au texte du MINSEP, je crois que, sans toutefois apporter un quelconque soutien au moustachu, il faut dire qu'il a un peu raison. Il a un peu raison, il a exposé d'ailleurs des éléments de Groix et des éléments de la théorie du Groix. Il y a la convention ministère des Sports FECAFOOT qui date du 5 février 2015. Et avant, il y a le décret du 26 décembre 2014 qui a été solidifié avec un document additif de 2016. Alors dans le décret de 2014, la compétence revient exclusivement à la FECAFOOT pour ce qui est du choix de l'encadrement des équipes nationales. Ça revient exclusivement à la FECAFOOT. Maintenant, il y a une convention qui arrive en 2015. Et cette convention-là retire l'exclusivité pour que désormais cette décision, cette prérogative soit partagée. Il est dit, soit par la FECAFOOT, après avis obligatoire du MINSEP, soit sur la base d'une mise à disposition
par l'État. Et la mise à disposition par l'État, il y a vide, comme l'évoquait tout à l'heure Edmond Kamgia. Il y a vide. À ce moment, quand il y a vide, il faut peut-être un arbitrage et les plus rusés peuvent utiliser. Mais là où le MINSEP semble avoir raison, il a évoqué d'ailleurs ces deux principes qui sont connus des théoriciens du droit, le lex posterior et le lex specialis, pour la gouverne de nos téléspectateurs. Lex posterior veut dire la disposition ultérieure abroge la disposition antérieure. Quand elles sont du même niveau. La disposition ultérieure, c'est le décret du chef de l'État et postérieure, c'est la convention. Continuez, monsieur. Excusez. Ce n'est pas le même niveau. Excusez. La disposition ultérieure abroge la disposition antérieure. La disposition ultérieure, c'est la disposition de la convention. Et la disposition antérieure, c'est le décret. Alors, dans ce principe, la disposition ultérieure, ça veut dire la disposition qu'on a pris après, a le dessus sur la disposition qu'on a pris avant. Quand c'est deux décrets, écoutez, parce que je crois que c'est là où le ministre vient mettre en déroute le principe de la hiérarchie des normes juridiques qui est balancé par le camp et tout. Oui. Deuxième élément, il convoque le principe de l'ex spécialiste qui dit tout simplement ceci: les dispositions spécifiques prévalent sur les dispositions générales. Ça veut dire on a une disposition générale qui est contenue dans le décret et on a une disposition spécifique, c'est-à-dire que le Cameroun qui finit de signer un accord de manière globale et qui après signe un mini-accord. C'est ça la disposition spécifique qui l'emporte. Et je pense que sur ces deux éléments, je ne suis pas un juriste, je rentre juste dans la peau du MINSEP et j'essaie d'exposer pour que les uns et les autres puissent voir qui a raison, qui a tort. C'est pourquoi j'ai évoqué ces deux principes qui sont soutenus, qui sont convoqués par le MINSEP, à savoir la disposition ultérieure abroge les dispositions, la disposition antérieure, et les dispositions spécifiques prévalent sur les dispositions générales. Contre cette fronde que veut créer les représentants de l'exécutif fédéral. Je crois que la semaine qui arrive va nous réserver encore d'autres petites surprises. Vous savez, j'ai été à un certain moment proche de cette fédération lorsqu'il fallait bien qu'elle arrive, que cet exécutif arrive là où il est en ce moment. Et je connais quel était le projet, la vision de celui qui incarne cette fédération aujourd'hui. Ce qu'il nous avait dit, c'était la nationalisation du banc de touche. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai eu le privilège de découvrir, comme vous certainement dans les réseaux sociaux, le casting qui a été fait par la FECAFOOT pour remplacer M. Rigobert Song, j'ai été surpris que des 3 noms qui ont été proposés par la FECAFOOT, il n'y avait aucun Camerounais. Moi qui suis nationaliste et qui ai toujours souhaité que ce soit l'expertise camerounaise qui soit encouragée. J'ai été surpris parce que on nous parlait d'un certain Hervé Renard qui allait coûter aux caisses du Cameroun plus d'1 milliard par an, soit 132 millions par mois. En prétention salariale 132 millions. Négociation. Oui, ce qui n'a jamais, M. Renard n'a jamais coûté autant partout où il est passé, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Zambie ou même en Arabie Saoudite. C'était quand même extraordinaire. Et le ministre des Sports l'a si bien dit dans sa correspondance avec M. Eto'o. Il a dit, à un certain moment, on a même voulu, le comité a voulu pencher vers vous, sauf que vous exigez que 2 semaines après la signature du contrat, qu'on vous verse la moitié, c'est-à-dire 6 mois de salaire. Vous comprenez un tout petit peu. Je vous ai dit, il ne faut pas construire une société de mensonges. Il ne faut pas construire une société de mensonges. Les 2 autres qui sont également des expatriés qui ont été proposés par cet exécutif-là ne sont que... vous ne voyez là véritablement aucun Camerounais. Les Camerounais sont des adjoints. Vous voyez quelqu'un qui a 132 millions, le tout premier Camerounais
C'est-à-dire, ce sont les propositions de la fédération. Hein. Le tout premier Camerounais qui est M. Pagou à 10 millions. David Pagou de Stade Renard. De Stade Renard. Un monsieur comme Thomas Nkono, qui, pour moi, pourquoi il ne peut pas... Est-ce que c'est parce qu'il a été gardien qu'il ne peut pas être entraîneur des Lions? Vous lui donnez 8 millions. Je pense que c'est injurieux à l'égard des Camerounais. Il ne faut pas donc vous laisser manipuler parce que tout ça, je vous dis, on est en train de construire une société de manipulation et de mensonges. On vous a dit ici que le ministre a outrepassé ses compétences. C'est faux. Le ministre n'a pas nommé le staff technique. Je le répète, le ministre n'a pas désigné le staff technique. Le ministre, et là c'est le positiviste qui parle. Un juriste positiviste, c'est celui qui s'en tient à ce qui est. Le ministre est le porte-voix du gouvernement. Le président de la République a pris une décision. Le ministre a communiqué. Je repose la question simple. Qui a nommé le staff? On veut comprendre. Les testateurs, dans votre logique, qui a nommé? L'État du Cameroun est représenté. Écoutez, il faut bien que à France 24, moi j'ai écouté l'interview de M. Ito, qui disait clairement que chez nous, c'est après tout ce que nous proposons, c'est le chef qui décide. Il l'a dit. Et il a dit que j'espère qu'il va décider en faveur des propositions que j'ai faites. Si le chef n'a pas décidé en faveur des propositions que M. Ito a fait, pourquoi ça devrait créer un problème? Le ministre n'a rien outrepassé. Le ministre n'a violé aucun texte. Je reviens pour vous dire... Vous dire ma question. Qui a nommé je dis bien qu'ils ont été recrutés par l'État du Cameroun. Vous avez bien vu la liste. L'État du Cameroun, s'il vous plaît, par un comité de travail mixte, où la fédération était représentée. Attendez, s'il vous plaît. J'avais la parole. J'ai dit qu'il y a eu un comité. Est-ce que vous savez que les gens de la FEGAFOOT ont été auditionnés par rapport au bilan? Parce qu'on disait qu'ils n'ont pas fait le bilan. Savons. Mais qu'est-ce que les gens... Je vous dis qu'on est en train de construire une société de mensonges. Et ce n'est pas bien. Alors Stéphane, l'audition c'était sur le bilan. Quand vous avez lu la première correspondance de la Fédération camerounaise de football qui était un peu défiante, vous avez observé qu'il dit que la fédération dit qu'elle n'a été impliquée en rien. Alors que la fédération a agressé une correspondance au ministre des Sports. Le ministre des Sports a expliqué encore. Et là, il n'expliquait pas à M. Ito ou à la fédération. Parce que ces explications leur ont été données. Il expliquait à la... Stéphane, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous la gardez. Restons quand même sur... C'est des textes que tous les Camerounais voient sur la toile. Il faut rester sur les faits. La FECAFOOT dit n'avoir pas été impliquée pour la désignation de Marc Brice. Ça semble être logique quand on voit les différentes parties. La fédération a fait des propositions, elle a d'ailleurs mis sur la toile, mais quand on voit la décision... je suis bien d'accord que c'est bien qu'on soit d'accord. Il y a un comité de travail qui a été mis sur pied, en toute indépendance, avec les propositions faites par la FECAFOOT. On a fait une classification. Et je suis donc en train de vous informer que, au vu de tout ce que nous avons tous observé, la proposition de M. Ito aurait pu passer, mais les prétentions salariales de celui qui venait en tête parmi ces propositions, c'est-à-dire M. Hervé Renard, semblaient suffisamment grosses pour l'État du Cameroun. C'est pour cette raison qu'on a préféré, le comité de travail a préféré M. Marc Brice. Mais ce n'est pas ça le problème. Revenons. Il y avait quand même deux revenons. Sélectionneurs, hein, Cannavaro et... Oui, bon, Cannavaro, quand vous parlez de Cannavaro, moi je ne sais même pas où il a entraîné. Au moins, Marc Brice, on l'a vu entraîner partout dans le monde. Je reviens, oui, on l'a vu entraîner au Pays-Bas, il a entraîné